tous et toutes et tous. Oui. Merci d'être au Méliès ce soir, ça nous fait très très plaisir. On va commencer par une espèce de petite annonce, qui est que on pensait qu'à l'occasion de la fête de la millionième entrée, en présence de Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni, on allait exploser les compteurs et que ce record-là serait compliqué à battre. Ce soir, vous remplissez les salles 1, 2 et 3 et vous êtes quasiment 700 spectateurs pour Gilles Perret et François Ruffin. Non, on va commencer et finir en musique, mais avant, je voudrais dire un mot de l'autre événement du jour, c'est que nous sommes en salle Agnès Varda et qu'elle vient d'être enterrée aujourd'hui. Et donc j'ai envie qu'on ait une forte pensée pour elle, qui est venue présenter 4 films au Méliès. C'était notre record woman, désormais bientôt égalé par Gilles Perret et François Ruffin, qui vont détenir décidément tous les records. Voilà, et il y a un vrai rapport par ailleurs entre Visage Village et le film que vous allez voir ce soir sur le projet de traverser la France et d'afficher des visages anonymes en grand format. Vous allez voir avec Marcel dans le film, et ça peut faire penser à certains des travaux de JR accomplis dans le film avec Agnès Varda. Voilà, donc j'avais envie qu'on pense à elle aujourd'hui, puisque j'étais... Je précise du coup que nous allons lui faire un hommage dans cette même salle le 23 avril, et que nous serons une des rares salles à diffuser en grand écran le film Varda par Agnès, qui moi m'a bouleversé vraiment. Enfin, c'est son tout dernier film du coup. C'est un film autobiographique. Vous avez le droit de le regarder sur Arte+, je sais pas quoi, mais c'est tellement mieux au cinéma que ne le faites pas. Venez le 23 pour lui rendre hommage en public. Bon, voilà, et on avait envie de quelques surprises supplémentaires, et donc il y a une star à Montreuil. Hein, c'est d'ailleurs pas compliqué puisqu'il a décidé que son patronyme serait le nom de la ville. Et donc je vous demande d'accueillir maintenant Johnny Montreuil. Je dis 2-3 choses. Johnny m'a proposé, il m'a dit oh, dis donc, c'est marrant parce que ce mardi sort mon tout nouveau clip, ce serait marrant qu'on le montre au Méliès. Je lui ai dit bah, est-ce que 700 spectateurs ça te va? Il m'a dit oui. Et donc c'est aujourd'hui, on avait accueilli déjà plusieurs fois tout ça, mais le clip est vachement bien, 2, c'est un hommage au cinéma, 3, il est question de hors-la-loi. Et on s'est dit que sur une soirée gilet jaune, c'était pas con. J'arrête. J'ai tout dit, ouais. Tu veux nous dire quand même un tout petit peu ce que c'est que ce clip, puis quand sort l'album, puisque ce sera la première partie, on enchaînera avec le film, on enchaînera avec le clip du film, et puis après on accueillera François et Gilles. Vas-y. Alors donc, c'est un extrait de notre prochain album qui s'appelle Narvalo Forever, qui sort le 26 avril en sortie nationale. Nous on travaille en autoproduction, en totale liberté de propos, de musique. On essaie de faire les choses comme ça nous plaît artistiquement, avec Olivier Moulin qui on travaille depuis le début. Et donc cet album-là parle spécialement des 4-5 dernières années où j'étais là-haut dans ce qui reste des derniers terrains vagues peut-être de Montreuil, voué à se faire écraser par le rouleau du Grand Paris, certainement, mais bon voilà, c'était 5 belles années avec plein de personnages croisés là-haut, Grand Péché, au Ruffin, entre autres, des amis, des gens que je connaissais moins qui sont devenus des amis, toute une atmosphère de liberté. On nous a bien laissé vivre comme ça aussi, il faut savoir, on ne s'est pas fait taper dessus tous les soirs. Donc voilà, c'est un hommage à toute cette vie libre-là qui peut exister encore, musicien ou pas, on a croisé plein de gens. Le titre qui est évoqué dans le clip, Solon Tolar, parle autant des bouquins d'Edouard Bunker que de potes vraiment croisés à Montreuil, qui sont peut-être tombés un peu trop tôt dans la délinquance, je ne sais pas comment parler ça, dans un système parallèle, et aller-retour en prison systématiquement, on ne les voit plus, donc sans doute ils sont tournés là-bas. Et ça fait référence aussi à ça, à cette roue. Donc c'était dur de sortir finalement, même si on a passé des soirées magnifiques avec ces gens-là. Je leur rends hommage, où qu'ils soient, derrière des barreaux, certainement, certains. Mais ça reste quand même quelque chose de souriant. Et voilà, alors il y a Stéphane Sanseverino, il y a plein de gens qui ont participé du cinéma, des gens qu'on a pu rencontrer. On a fait ça avec vraiment nos propres moyens, avec zéro, avec d'astuces, de la malice, sans choix, quoi que ce soit, ni du matos, ni quoi que ce soit, sans mentir non plus aux gens qu'on a réussi à faire travailler avec nous. Et voilà, c'est un hommage effectivement avec Martin Potard, qui était le réalisateur du clip. Il m'a dit le morceau, moi je pensais pas à ça, parce qu'on essaie vraiment d'évoquer notre banlieue chérie, tendre banlieue, dans tout ce qu'on peut faire, la rendre belle, poétique et accueillante. Et c'est pas de la pub pour faire venir les gens en banlieue, c'est vraiment parce qu'on aime tous les gens qu'on peut croiser, simples, qui connaissent rien à la musique, qui connaissent rien à quoi, qui
qui nous disent tout le temps t'es Narvalo, toi qu'est-ce que tu fais, va travailler, je sais pas quoi. En tout cas, voilà, c'est ce qu'on aime vraiment montrer. Lui, il a écouté le morceau, il m'a dit mec, ça faut faire un western. Donc on a fait un western avec des pendus, avec un shérif. Vous verrez, il le fait bien et on sait à quoi on se référait là-dedans, l'ordre et la morale d'aujourd'hui, avec laquelle on n'est pas forcément d'accord tout le temps. Et on a la chance d'être là. C'est pas du tout racoleur par rapport à la cause des Gilets jaunes qu'on croise quasiment tous les week-ends sur les routes de France, etc. On s'est arrêté, on discutait avec eux, voilà. Et j'ai vu que c'était pas juste des mecs qui gueulaient contre le prix de l'essence au départ, comme on le faisait croire. C'est vraiment des gens qu'on voyait jamais, qu'on voit pas, et moi ça me touche à chaque fois de les voir exister fièrement au rond-point, et pas qu'au rond-point. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci Johnny, bonne soirée à tous. Je vais dire un mot. Merci pour vos applaudissements et puis pour votre standing ovation. Maintenant, je sais que c'est pas seulement à nous, à Gilles et moi, qu'elle est destinée. Elle est destinée évidemment à toute une chaîne de production du cinéma. Elle est destinée au distributeur Jour de Fête qui a accepté le film avant même qu'on ait terminé le tournage. De la même manière pour Cécile Dubois qui a accepté de se mettre au montage. Elle est pour même jusqu'aux salles de cinéma qui, pour un certain nombre d'entre elles, ont accepté de prendre le film à l'aveugle en confiance. Et ça permet qu'il y ait comme ça des idées dissidentes et des objets dissidents qui soient diffusés en dehors des canaux dominants. Donc merci à eux, mais je sais. Et votre standing ovation, ça va essentiellement à Cindy, à Marie, à Loïc et au millier de Cindy, de Marie, de Loïc. Ça nous fait de cette automne hiver un excellent formidable. Juste autre chose, la première chose c'est qu'on l'a pas programmé en aveugle, on l'a vu avant de le montrer, on est encore plus dingue que ça quoi. Donc on a vraiment choisi, et d'autre part, du coup ça permet de remercier Étienne Delagné, le distributeur du film Jour de Fête, avec Sarah Salvez, et les gentils, et aussi voilà. On va commencer un peu simplement, je pose 3-4 questions qui très vite, on passe la parole à la salle. D'abord, la première chose, c'est que parallèlement au film, il y a un livre, comme je viens de le finir, je peux très clairement inciter les gens à l'acheter. Ça s'appelle Ce pays que tu ne connais pas, aux éditions des Arènes, et qui est une espèce de contre-champ, puisque visiblement, ton désir premier, François, c'est d'abord d'écrire un livre, et puis ensuite, tu as croisé cet homme-là, Gilles Perret, fidèle du Méliès par ailleurs,
Et puis tout à coup, ça a déclenché le projet de film en un temps un peu record. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette genèse-là? Bon, moi, je suis inspiré par un moment politique, comme il y en a d'autres qui peuvent être inspirés par le visage d'une femme, par un paysage ou par une autre œuvre. Et donc moi, le 17 novembre, je vis un moment extraordinaire, parce que les gens que je croise depuis 20 ans, mais qui chuchotent dans leurs appartements, qui disent leur frigo trop vide, qui disent leurs difficultés à payer des marques à leurs enfants pour pas qu'on se moque d'eux au collège, leur impossibilité à partir en vacances, qui le disent avec honte, à ce moment-là, la honte privée devient colère publique. Les plus invisibles deviennent hyper visibles sur les ronds-points. Les isolés se rassemblent. Bon, et surtout, tous ceux qui étaient le plus accablés sous la chape de plomb de la résignation se mettent à être traversés d'une espérance. C'est ce que je vois, moi, le 17 novembre, en traversant ma circonscription, à moto, en Harley-Davidson, parce que c'est comme les voitures, elles ne passent pas, il y a des barrages partout, à Pic-Secours, à Ville, à Camon. Je circule en moto. Et le 17 novembre au soir, j'ouvre ma radio à 18h sur France Inter, et c'est heure sur le pont de la Concorde à Paris. C'est-à-dire que même quand on a un mouvement de la France périphérique, des gens qui ne sont jamais sortis, c'est encore ramené à Paris, Paris, Paris. Et donc, j'ai le désir d'offrir autre chose. Et dans un premier temps, en effet, je vais vers un livre, qui est déjà ce pays que tu ne connais pas, hein, mais voilà, je veux faire un livre. En même temps, là, je croise Gilles Perret, qui va vous raconter. Mais après, le problème, c'est que pendant le tournage, j'arrive pas à prendre des notes en même temps que lui, il est en train de m'emmerder avec sa caméra. Et donc, ça devient autre chose. Et donc, du coup, en effet, c'est plus le livre et le film, ils sont raccords d'un certain point de vue, c'est-à-dire que je pense qu'on produit un film d'amour et je fais un livre de combat. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, mais qui sont des œuvres complémentaires, mais c'est pas la même substance qui se trouve à l'intérieur des deux. Donc voilà, j'ai raconté le propos. Ouais. Non, merci aussi pour les applaudissements. Non, en fait, c'est tout à fait par hasard. J'avais un rendez-vous pour un autre film que je préparais à côté de l'Assemblée. Du coup, j'appelle, je suis sûr que Julien, ou Elisa, enfin bon, peu importe, mais en tout cas à l'Assemblée, je dis, vous payez le café, enfin on discute dans le bureau, François passe, et puis bien, t'es là, je savais pas que tu venais, machin, parce qu'on se connaît quand même depuis une bonne quinzaine d'années, et du coup, il dit, viens, on va manger à la cantoche, et puis bon, du coup, François était en train de préparer avec ses équipes pour, il voulait partir tout seul dans sa bagnole pour faire ce bouquin. Moi, je dis, c'est quand même con de ne pas profiter de l'occasion, et je prends une caméra et on fait un film. Et lui, tout de suite, il dit, bon, non, t'es fou, moi, je veux être tout seul, et puis les caméras, j'en ai déjà assez, quand je vais pisser, il y a des caméras, et tout ça, bon, peu importe. Et du coup, je dis, écoute, parce que je connais un peu le caractère de mon co-réalisateur. Je dis, écoute, tu réfléchis, tu vas dire oui, non, mais dès que c'est stabilisé, tu m'appelles, puis on voit ce qu'on fait. Et du coup, 5 minutes après, j'étais reparti à notre rendez-vous, il me rappelle, il me dit, non, mais t'as raison, on part. Et donc ça, c'est... Donc, on n'a pas eu le temps, ni en termes d'écriture, de recherche de financement, on a été hyper efficace, puisqu'on n'a rien fait du tout. Et que ça, c'était le mercredi, et que le samedi soir, je dormais à Amiens, et on partait le dimanche. Donc voilà la genèse du film, avec quand même l'envie de pas faire. Justement, moi j'avais vécu les mêmes choses que François sur les ronds-points vers chez moi. Et effectivement, l'idée quand même de partir plutôt avec un œil bienveillant, parce que les belles personnes qu'on avait rencontrées sur ces ronds-points, avec cette fierté, tous des gens qui ont... En plus, moi j'habite à Annecy, vous voyez, en période de disette dans les mouvements sociaux, on n'est pas très nombreux, donc on finit par se connaître tous dans les manifestations. Et là, je voyais des nouvelles personnes et des gens qui étaient beaux et fiers d'être là et qui avaient relevé la tête. Et du coup, c'est pas du tout le discours qui était véhiculé, qui salissait déjà le mouvement facho, les homophobes, enfin tout ce qui... Et donc, du coup, avec une volonté d'humaniser ce mouvement, rendre de la dignité à ces gens et de raconter une autre histoire, sans vouloir non plus en faire un film, une synthèse sociologique ou économique de ce mouvement, et ça a donné ce que vous avez vu là. Alors, du coup, l'angle de prise de vue est assez cadré en réalité, puisque vous choisissez de privilégier l'écoute, vraiment, et c'est la grande force du film, d'aller à la rencontre des gens avec une espèce de double mouvement qui est à la fois de les filmer dans le lieu qu'ils occupent, les ronds-points, mais aussi pour certains d'entre eux de vous faire inviter pour découvrir leurs conditions réelles d'existence. Et donc il y a une vraie beauté de la rencontre cinématographique, quoi. Et en même temps, on sait que vous choisissez du coup de ne pas cadrer d'autre chose. Par exemple, vous l'avez évoqué, il y a assez peu de revendications dans le film, il y a assez peu de discours politiques, alors que certains peuvent exister et existent. Qu'est-ce qui préside à ce choix-là, par exemple? Moi, j'étais encore plus sévère que Gilles au montage. Je ne voulais pas... C'est pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes. C'est pas un film sur les Gilets jaunes. C'est un film sur des hommes et des femmes qui, à un moment, ont revêtu le gilet jaune.
C'est comment ça se fait que ces personnes-là qui se sont tues pendant 20 ans, à un moment se manifestent et manifestent. C'est ça la question qu'on pose. Donc c'est finalement le lien entre l'intime et le politique. Et dans ce contexte-là, bon, je veux dire, par exemple, on évite les porte-paroles. Les porte-paroles, c'est des gens qui parlent au nom du on, qui parlent au nom du nous, qui ont une langue qui est déjà un peu formatée. Ça peut être très pratique et c'est très bien politiquement, mais esthétiquement et cinématographiquement, pour nous, c'est pas bon. De la même manière, il y a toutes les scènes chorales, enfin, quand je dis où il y a plein de monde en même temps, c'est des scènes qui sont éliminées au montage parce que c'est difficile dans une foule d'aller avoir une relation personnelle avec quelqu'un. Donc il y a des bribes de paroles à droite, à gauche, mais on n'arrive pas à nouer une relation. Donc, dans tous ces moments, bon, par exemple, il y a un truc qui revenait de manière très fréquente et que Gilles aurait voulu garder au moins une autre fois, c'est sur l'évasion fiscale. Ça revenait, c'était un truc qui revenait et qui, voilà, quand on est à la France Insoumise, est plutôt dans notre camp. Mais moi, je voulais l'éliminer du film. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de lien entre le discours et la vie de la personne. Et donc c'était un espèce de truc, un concept, quoi. Mais ça ne reposait pas sur une réalité. Et donc le seul moment où on le garde, c'est quand on parle de Serge. Parce que Serge, il y a un lien entre l'existence de Serge, qui est en CDI intérimaire depuis 8 ans chez ID Logistics, sous-traitant de Mullier, et l'évasion fiscale de Mullier. Et donc, du coup, ça donne matière à un jeu. On peut s'amuser avec ça. On voit le lien. Donc voilà, il y a un choix d'élimination de tout ce qui est directement politique. De la même manière, on ne rentre pas sur le rond-point, on demande pour qui vous allez voter. C'est pas du tout ce qui est la question quand même. Les journalistes, la seule chose qui les intéresse, c'est de savoir pour qui ont voté les Gilets jaunes et pour qui ils vont voter. Bon, maintenant, c'est pas notre angle de lecture. Je pense qu'en revanche, on fait un film politique indirectement par au moins deux biais. Le premier, c'est l'usage de l'émotion. Le rire, les larmes, la colère. Et moi, je crois qu'on fait de la politique pas seulement avec un programme, avec des revendications, mais on le fait aussi avec de l'émotion. Et dans l'émotion, il y a moteur, mouvement. Et je crois qu'on arrive à mettre les gens en mouvement par des émotions. Ça, c'est la première chose. Et c'est un but. Donc, c'est un but recherché politiquement. Et le deuxième biais, c'est que je pense qu'on est en face de nous, et je vois mon collègue Alexis Corbière, là, qui est dans la salle, donc, qui pourra me confirmer, mais quand on est dans l'hémicycle, on a affaire à une langue qui est même plus de la langue de bois. J'appelle ça la langue de coton. C'est insipide, on s'endort dedans. J'ai l'impression de bouffer du somnifère et qu'il me rabatte le cerveau. Et le réel, il s'évapore derrière des concepts, au mieux derrière des statistiques, mais les visages et les vies, elles disparaissent. Et je pense que la seule effraction du réel, face à cette langue des dominants, c'est de la subversion. Le seul fait que Loïc, il vient de dire, ben voilà, j'ai pas bouffé depuis 3 jours, mais heureusement j'ai une pizza gratuite par semaine, il n'y a pas besoin de rajouter des discours derrière. Je pense que rien que le fait de dire ça, ça vient casser le discours dominant et ça vient apporter de la subversion. Donc voilà les deux biais. Après, je pense qu'on est directement politique, en revanche, en dehors du film. Dans le fait de monter et de montrer le film aussi vite, ça c'est un choix politique. C'est un choix de ne pas dire, ben voilà, on va venir apporter une trace, ça sera un témoignage. On vient pour apporter une espèce d'épitaphe sur le mouvement des Gilets jaunes en disant, bon ben voilà, c'était chouette, quoi. Non, on vient faire un film qui, comme le Marcel sur le rond-point de Dions, il est posé au milieu du rond-point. Eh bien, on vient essayer de faire un film qui est posé au milieu du mouvement, et autour duquel on espère que les gens vont se fédérer, et que ça va donner aux Gilets jaunes la fierté d'avoir fait ça et le désir de continuer, et que ça va donner aux autres le désir de rejoindre, d'apporter de la solidarité et du soutien. Donc je pense que dans le fait de le monter et de le montrer aussi vite, là on est très directement politique. Clairement, c'est vrai qu'on voulait enlever du discours, ça on était bien d'accord tous les deux, et puis aussi il y avait aussi une volonté esthétique pour que ce soit un film, c'est-à-dire qu'on nous attendait un peu au tournant en disant, les premières réactions au début c'était un peu Ruffin, Perret, on a compris qu'ils font leur film, en plus ils tournent à l'arrache, c'est monté à l'arrache, donc ça va être un tract. Et donc du coup nous on savait qu'il fallait prendre le bien inverse et puis rester sur l'humain tout le temps. Je crois que ça caractérise un peu à la fois le travail de François et le mien, c'est de toujours partir des émotions, puis d'essayer de rendre ce mouvement, ce moment beau. Et c'est vrai que potentiellement, ces ronds-points,
on se faisait la remarque dans la bagnole, c'est qu'il y a quand même tous les critères pour que ce soit moche. Tu as des cabanes en bois, des bâches, des bras zéro, à ce moment-là, il n'y avait encore pas les beaux édifices qui ont été montés depuis, hein, comme l'Arc de Triomphe et tout ça. Et puis finalement, c'est habité par des gens qui sont beaux et qui sont contents d'être là, et qui sont rayonnants, et tout ça, ça devenait beau. Et donc du coup, c'est vrai qu'on voulait aussi que ce film soit travaillé. Alors après, c'est quand même un principe minimaliste, hein, on est que les deux, il n'y a pas de preneur de son, tout ça, donc on fait ce qu'on peut pendant ce tournage-là, mais quand même redonner de la beauté et de la dignité à ces gens. Dernière question, puis après on passe la parole à la salle, donc préparez les vôtres. Tu évoques le refus de faire un track, mais du coup, il y a quand même un choix. Qui est de prendre des images des télédominantes et de les inclure dans le film, dans un montage extrêmement sec et rapide pour créer des correspondances, des redondances. Et par ailleurs, il y a quand même un choix qui devait se poser à vous, je dis ça y compris en pensant au livre de François, qui l'inclut extrémiste, c'est la question des violences policières, par exemple. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les montre? Comment? Quelle place on leur donne? Voilà. Comment vous avez traité ces questions-là? C'est-à-dire à la fois le discours de Macron et, au-delà de ça, la servitude de certains médias, et puis d'un autre côté, les violences policières comme arrière-plan du mouvement, et puis évidemment, j'ajouterais, les violences par ailleurs commises par certains des gilets jaunes et des non-gilets jaunes, mais qui ont engraissé les médias pendant des heures entières dans la télévision. Déjà, sur la question des violences policières, pour nous, ça a été largement traité par les chaînes d'information, on en voyait suffisamment. Même quand on voyait des témoignages sincères de gilets jaunes, qui effectivement, ils ont quand même surgi aussi dans l'espace médiatique, il faut le reconnaître, mais même quand il y avait un discours de fraternité, un discours d'amour, tout l'habillage derrière, c'était la violence et les Champs-Élysées, et blabla, et blabla. Donc nous, on n'a pas voulu en mettre des couches là-dessus. Et encore une fois, on ne voulait pas faire un film exhaustif qui devait traiter de la violence, des revendications, de qui sont ces gens, de pour qui ils ont voté. Ce n'était pas l'objet du tout. C'était déjà de faire un film. Après, sur les images de Macron et tout, c'est vrai qu'on ne savait pas trop où positionner le curseur, sans mettre trop, pas assez, mais on voulait aussi faire un film où on ne se fasse pas chier. C'est vrai que c'est assez efficace d'avoir quelqu'un comme ça dedans, et puis surtout c'est sévère, parce qu'en fait en quelques secondes, en fait, ce mépris, cette haine de classe, cette arrogance, à la limite, même le pire, c'est même pas quand on a fait du montage, pour le coup, quand on a monté tout ce qu'on avait déjà vu, là, tu traverses la rue, et puis si tu veux, tout le montage qu'on a fait, ça c'est un peu facile, mais c'est même pas là que c'est le plus horrible ou terrible pour lui, c'est le moment où il est lui-même, malheureusement, où il fait ce discours, vous savez, le discours où il a les mains posées sur le bureau, on se demande encore qui a conseillé ça, et en fait, je pense que quand vous l'avez vu, vous l'avez regardé en disant, bon, c'est Macron, il essaie de jouer un rôle et tout, mais quand on est tout seul devant sa télé, on ne sait pas trop. Et c'est vrai que mis dans ce film, en parallèle avec ces témoignages qui partent du fond du cœur, avec cette force de témoignage, toute cette sincérité, et puis ce mec-là qui incarne rien, le gars après il dit on aurait dû le buser Grévin, et ça pue la com, le mec, le regard est vide et tout comme ça, c'est juste terrible. Et là pour le coup c'est du montage et on espère que c'est assez efficace. Et le trouvé de montage sur cette scène d'ailleurs, c'est que juste après les mains à plat là, du vernis qui sèche, il y a un contre-champ sur un rond-point avec des gilets jaunes et leur cabane, et en fait il y a un plan sur les mains où on les voit se réchauffer les mains au bras zéro, et tout à coup évidemment les doigts écartés n'ont pas du tout le même sens et la même humanité. Qui pose la première? En général c'est Coco, je sais pas pourquoi. Il faut te faire marcher. Le côté sympa, c'est qu'en général, c'est pour toi peut-être, mais il y a beaucoup de fans dans le film, et il y a beaucoup de fans qui prennent la parole dans les salles, et ça, c'est pas commun. En tout cas, sur les films précédents, c'est plutôt bien. Bonsoir, quel est le témoignage qui vous a semblé le plus marquant, et pourquoi? Moi, je sais, mais je ne veux pas monopoliser la parole, mais de loin, moi, c'est celui de Natacha, l'âme handicapée. On peut être touché par Cindy, moi, le discours de Cindy et tout ça, c'est super fort par rapport à la reproduction sociale, par rapport à sa vie de famille, mais aussi, moi, ça m'émeut beaucoup quand ils disent qu'ils lisent la Constitution. Pour quelqu'un qui aime bien la politique, tu te dis, putain, là, il s'est passé quelque chose pendant ce mouvement. Et là, pour moi, ça m'émeut, mais Natacha, c'est un autre registre, parce qu'en fait, c'est le fait de l'avoir vécu, j'espère que ça transparaît à l'écran, mais c'est un moment où, je ne vais pas vous faire la scène, parce que vous connaissez, mais quand elle s'appelle Catherine, la dame qui est derrière, quand elle vient et qu'elle dit, moi, cette dame, je l'ai vue derrière Monoprix, elle fouille dans les poubelles, elle mange dans les poubelles. Et à un moment, il y a un moment de flottement où Natacha n'a pas envie de le dire. Elle se retourne comme ça, elle regarde, elle ne sait pas ce qu'il faut faire.
Et tout d'un coup, il y a les autres qui l'entourent et qui disent mais non, c'est pas toi le problème, c'est pas normal. Et les rangs se resserrent. Et derrière nous, les rangs se resserraient aussi. Et finalement, Natacha, elle comprend que c'est le moment de tout déballer. Et nous, on est pris dans ce truc-là, c'est hyper émouvant, quoi, parce qu'on sent que les gens, ils ont envie qu'elle se confie à nous, donc c'est aussi le degré de confiance. Et puis, il se passe ce basculement pendant cette séquence où, finalement, on est sur le fil, parce que ça aurait pu être impudique, ça aurait pu être... mais voilà, et je crois qu'on est bien d'accord tous les deux pour dire on est très fiers de... Pas trop faire les malins non plus, mais en tout cas de donner 4 minutes à une dame handicapée, je ne sais pas qui est-ce qui fait ça aujourd'hui à la télévision aussi. Sans sous-titres. Sans sous-titres, bien sûr. Oui. Jeune homme. Je voulais poser une question. Au début de chaque intervention, vous faisiez parler des gens sur leur malheur, tout ça. Ça peut être méchant. Enfin, excusez-moi. Vas-y. À chaque fois, vous disiez leur malheur, et après, ils disaient ce qui est bon, ce qui leur est arrivé de bon en rencontrant les gilets jaunes. Est-ce que vous voulez faire passer un message qu'on a beau être en bas, on peut quand même se relever et avoir le soleil devant soi? Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je sais que les gens qui sont dans la merde, au fond, ils sont habitués à être dans la merde. C'est pas dire que c'est positif, mais du coup, on arrive à le dépasser le malheur. C'est sûr. Voilà, par exemple, de ce que je fais quand j'ai fait Merci Patron, c'est vrai que les clures, à la fois ils étaient dans la mouise, et en même temps il fallait bien qu'ils rient de leur mouise. Il y a les deux mouvements en même temps. Et en plus là on filme quand même dans un moment particulier. On filme dans le moment, je l'ai dit, où la chape de plomb de la résignation est traversée d'une espérance. C'est une brèche dans l'histoire. Bon, je ne veux pas être pessimiste, j'espère que cette brèche va durer et nous devons travailler à ce que cette éclaircie de l'automne, normalement les beaux jours c'est au printemps, donc il faut y travailler. Maintenant, quand on regarde l'histoire sociale, sur le long terme, le peuple, il rentre dans des fenêtres, dans des brèches de l'histoire, quoi. Et là on a une brèche de l'histoire, donc il est évident que nous-mêmes de toute façon on est portés à ce moment-là par ça. Voilà, et donc il y a un enthousiasme, il y a quelque chose qui déborde, qui vit chez eux, qui les fait passer de, comment il dit Gramsci, du pessimisme de la lucidité à l'optimisme de la volonté. Donc je pense qu'ils seront habités par ça, quoi. Ouais, puis je crois qu'en termes de montage, mettre un peu d'humour et mettre un peu de... Ce film, ça aurait pu être rapidement, comme vous disiez au début, le catalogue des misères, quoi. Et puis finalement... On accumulait, puis à la fin, on allait tous se jeter dans la rivière à côté en disant que tout est foutu. Et c'est vrai que François, il a cette capacité-là d'arriver à mettre la bonne note d'humour au bon moment. Et des fois, c'est délicat. Quand vous avez Loïc qui vous fait sa vie, qui n'a pas mangé depuis 3 jours, qui s'est séparé avec sa femme, qui va voir ses enfants, son enfant une fois tous les 15 jours, que tu vas chez lui, qui te dit qu'il a dormi dans la bagnole, qu'il était SDF, tu vois, je veux dire... Et la petite note d'humour à ce moment-là où François dit, enfin, pour se retrouver dans la Sarthe, il faut quand même que le hasard fasse mal les choses, il ne faut pas se louper aussi, là. Et ça, il faut reconnaître que la façon d'amener l'humour dans le film, ça permet aussi de digérer, puis ça met du relief dans le film, parce que sinon, ça aurait pu être à la fois monotone et un peu chiant. Pardon? J'y suis allé présenter mon film au Mans, tu vois, donc on ne peut pas dire que je n'ose pas affronter l'adversité. Ceci dit, là-bas, la France Insoumise avait mis à mon service un service de sécurité de 6 personnes. Ça ne m'est jamais arrivé, alors peut-être parce qu'ils savaient qu'il y avait cette scène dans le film, j'étais exceptionnellement bien entouré. Donc, voilà. Bonsoir. Déjà, merci d'avoir mis en lumière en fait tous ces gens. Parce que c'est rare aujourd'hui dans les médias, on a marre de voir en fait toujours les mêmes choses, toujours la violence, les petites cassées, etc. Et je souhaite vraiment que le film marche, parce qu'enfin on s'intéresse au fond du problème. Donc déjà merci pour ça. J'ai été très touché par les témoignages, notamment cette femme qui dit qu'elle va se nourrir dans les poubelles. Je trouve ça encore incroyable quand aujourd'hui on arrive à... des gens qui se nourrissent dans les poubelles, on le voit tous les jours dans nos rues. Il y a 150 000 personnes qui dorment dans les rues dehors aujourd'hui en France. Moi j'ai une question, et c'est plus aux députés que je m'adresse. Il n'est pas là. Est-ce qu'il serait pas possible... Il n'est pas là ce soir. Il n'est pas là, alors peut-être que quelqu'un pourra se répondre. En gros, est-ce que ce ne serait pas possible de faire passer une loi qui oblige la grande distribution et les producteurs
à redistribuer tout ce qui est aujourd'hui jeté à la poubelle alors que c'est encore consommable, en montant un réseau de redistribution nationale, et non pas des actions locales, pour pouvoir justement nourrir tous ces gens qu'on voit dans le film, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, qui ont du mal à se nourrir tous les jours. Un gars qui n'a pas mangé depuis 3 jours, qui est obligé de manger une pizza au quartier. Qui bosse en plus. Même qui est obligé d'aller au dodo pour avoir Faire Amazon. son achat avec ces casinos, alors que tous les jours, on jette des tonnes de bouffe à la poubelle. Ouais, je suis d'accord. En même temps, bon, moi, je suis allé au resto. Ouais. Je suis allé, on ne va pas s'interdire des trucs comme ça, c'est comme la bienveillance, elle ne doit pas nous être interdite parce que Macron se l'approprie, en plus il n'en fait rien. Bon. Mais en même temps, je veux dire, je souhaite une loi de cette nature. Maintenant, je ne souhaite pas aux gens d'aller au Resto du Cœur, d'aller au Secours Populaire, d'aller au Secours Catholique et ainsi de suite pour aller récupérer les colis. J'y vais, j'assiste, j'aide dans mon coin, je vois ça. Je pense que c'est pas, il n'y a personne qui va de gaieté de cœur, donc ça peut être un pansement. Maintenant, je voudrais, sans dire que c'est les personnages qui sont les plus émouvants, mais pour moi, il y a deux personnages qui incarnent davantage dans le film qu'on est dans une situation potentiellement révolutionnaire. Donc là, tu vois, c'est le député qui vient prendre la parole. Non, mais il y en a deux. Je pense à Carole, à la barque, quand il y a la reprise du péage. Donc il faut savoir que on monte dans une bagnole au pif, là. On la connaît pas du tout, on monte dans la bagnole au pif, on la voit qui va récupérer des plots et tout ça. Et se dire qu'une mère de famille qui, je dis pour être ma maman, avec le petit manteau, avec la petite voiture, la dame qui paraît la plus normale, va piquer des plots la nuit en se mettant sa bagnole en tête pour empêcher les camions de passer sur le côté. Et quand on lui dit non seulement il y a l'action, mais il y a la conscience de l'action, on lui dit mais vous livrez à la délinquance, elle nous dit non, c'est une reprise du pouvoir. Je pense que ça montre une élévation du niveau de conscience qui est important. Mais il y a une deuxième scène pour moi qui est à peu près du même registre. Enfin, c'est le gars avec sa casquette à Mâcon qu'on voit en passant. Bon, il y a l'autre avec les poils de cul-belette, là. Et puis, le petit vieux à côté, enfin le grand, il est assez grand en fait, à côté avec sa casquette, il dit bon, ce qu'il faudrait faire, c'est il faudrait souder des plaques d'acier, les mettre à des bulldozers, et puis on remonte les Champs-Élysées, et puis on y va comme ça. Moi, je dis, quand un papy à casquette se prend par Lénine de cette manière-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans le pays. Et voilà deux scènes qui... Merci pour ce film. Moi, j'avais déjà beaucoup de reconnaissance pour ce mouvement, et là, j'ai vraiment une bouffée d'amour et de gratitude pour ces personnes qui, donc ces gilets jaunes qui placent la révolution à portée de main. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment effarée par les médias classiques, les BFM, TF1, etc. Et je me questionne vraiment sur comment on peut influencer ces contenus-là. Et voilà, je me demandais si vous aviez des idées si vous pensez que votre film peut avoir un impact sur ces médias sans être forcément diffusé, mais en tout cas que son état d'esprit puisse rejaillir sur ces médias-là. Et voilà, comment on peut influencer les contenus de ces médias qui remplissent la tête de la plupart des gens. Moi, ça, à vous de réfléchir, je dirais. Moi, je ne vais pas me mettre dans ce registre-là, en tout cas, mais nous, en tout cas, pour en revenir au film, ce qu'on essaye de faire, et en passant dans les cinémas à essai comme celui-là, c'est pour changer l'image du mouvement, c'est qu'on est conscient qu'on touche des gens qui ne sont pas forcément des gens qui sont allés sur les ronds-points, et la classe moyenne supérieure qui fréquente en général ce type de salle, finalement à regarder ce mouvement souvent avec un peu de distance, parfois avec du mépris, parfois avec de la haine. En tout cas, c'est dans cette classe intermédiaire, cette classe moyenne supérieure que ça doit se passer, c'est là que ça doit bouger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà, là on a fait pas mal d'avant-premières, il y avait énormément de monde, et les retours qu'on a, il y en a beaucoup de retours dans ce sens-là, avec une proportion dans les salles qui est chouette, parce que finalement on arrive à un tiers de gens qui sont déjà allés sur les ronds-points, alors c'est des sondages un peu à la louche comme ça à la main, un tiers de gens qui sont croyants mais non pratiquants, et puis un tiers de gens qui viennent juste parce qu'ils sentent bien qu'on raconte une histoire qui n'est pas forcément, qui est un peu tronquée justement sur ces chaînes d'infos, etc. Et donc du coup, l'enjeu il est là, c'est d'arriver à faire changer l'image de ce mouvement et redonner vie et redonner de la dignité à tous ces gens-là.
Mais ce qui est vrai aussi là, alors François le ferait peut-être mieux que moi, mais c'est que cet enjeu de cette classe intermédiaire, c'est aussi de savoir de quel côté ils vont basculer, quoi. Lénine le ferait mieux que nous. Lénine disait « Une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. » Et je pense que c'est l'un des enjeux du monde. Merci pour les Bonjour, moi je vous remercie aussi vraiment pour ce film qui me touche à plusieurs titres parce que travaillant pour la télévision publique et dans l'information, je subis directement les images qui me font ce mouvement et c'est une grande souffrance. Donc voilà, je vous remercie de voir l'envers de ce qui nous est montré tous les jours. Donc ma question c'est un petit peu une blague, mais est-ce qu'il y a un numéro 2 à suivre? Voilà, mais en tout cas c'était indispensable et moi ça renforce mon engagement dans ce mouvement. Merci. On va déjà essayer de réussir la sortie du numéro 1. Pour ceux qui s'auraient échappé, ça sort demain. C'est un peu vertigineux parce qu'il y a beaucoup de salles qui le passent. Et c'est un peu flippant pour nous parce que du coup, habituellement, on a des films qui marchent beaucoup au bouche à oreille. Et du coup, là, le bouche à oreille aura moins de temps de s'installer. Parce qu'il y a beaucoup de salles qui le prennent dès le début. Alors on espère que par les réseaux et par ce que vous allez faire, ce que vous allez en dire, ça va marcher. Mais du coup, pour moi, c'est un petit peu vertigineux. Donc voilà, on va déjà essayer de réussir la sortie. Et puis on est encore sur les routes encore pour un moment. Et puis on espère bien que ce film va aider au mouvement et organiser des projections, organiser des choses pour redonner du souffle pendant ce printemps, quoi. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de numéro 2, évidemment. Mais par ailleurs, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que, je le redis, ce n'est pas un film sur le mouvement des Gilets jaunes. Ce n'est pas un film d'actualité. C'est un film qui arrive à un moment de notre histoire, certes, mais les thèmes qui sont abordés à l'intérieur, c'est évidemment la pauvreté, la fraternité, l'amour même, la beauté. Ce sont des thèmes qui finalement sont intemporels pour beaucoup. Alors on vient les cueillir à ce moment-là parce qu'on est dans ce moment de libération de la parole. C'est-à-dire qu'on arrivait un mois avant et sans doute pas grand-chose se dirait, et peut-être qu'aujourd'hui des cœurs aussi se sont refermés. Mais on arrive à ce moment-là. Donc aujourd'hui faire un numéro 2, tu vois, c'est pas un film, pour moi c'est pas un film d'actualité. Je dis un autre truc par ailleurs, ça fait rebond sur une question à laquelle je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais c'est que on fait tout pour échapper au rond-point esthétiquement, pour trouver les points de fuite au rond-point, pour ne pas tourner en rond seulement autour du rond-point. Donc il y a l'intimité, il y a l'usage des archives, il y a l'an 01, il y a les choix musicaux, il y a Marcel, et il y a la mer à la fin, et en fait c'est trouver tout le temps des points de fuite pour ne pas rester seulement collé au rond-point, même si les ronds-points ont leur beauté, mais là il y a un choix d'ouvrir les points de fuite, quoi, qui sont aussi sans doute des points d'espérance. Allez-y. Merci patron, vous êtes plus ou moins, peut-être malgré vous, positionné comme l'une des symboles ou tête de proue du mouvement Nuit debout. Est-ce que vous... On doit attendre jusqu'à la salle 2 et 3. Non. Et est-ce qu'avec ce film, vous n'avez pas peur de récupérer plus ou moins le mouvement même malgré vous? Et quel parallèle vous faites avec Nuit debout? Bon, le parallèle que je fais avec Nuit debout, moi je l'ai fait le 17 novembre, pendant Nuit debout, qui se déroulait place de la République. Je me demandais en permanence, mais quand est-ce que ça va bouger à Fils-Secours? Quand est-ce que ça va bouger à Ville? Quand est-ce que ça va bouger à Camon? Quand est-ce que ça va bouger à Albert? Donc voilà, et d'ailleurs j'étais allé faire des vidéos qui avaient été pas très bien prises par les copains en place de la République en demandant à Fils-Secours qu'est-ce que vous pensez de Nuit debout, et il n'y a personne qui savait ce que c'était. Donc voilà, donc là on a eu les cœurs urbains qui ont bougé avec Nuit debout. Là on a les périphéries qui bougent. Le problème, c'est un problème de synchronisation. Je ne demande même pas la convergence. Vous savez, non mais c'est vrai, on parle de convergence des luttes. Moi, je vais vous dire, c'est un slogan, c'est un mot d'ordre, soit, mais je ne demande même pas à ce que les gens se fassent des bisous et des câlins en disant oui, nous sommes fortement écolos, et les autres, oui, nous voulons que le SMIC soit relevé, alors que les gens, ils font le SMIC. Je ne suis pas dans cette demande-là, même si on peut trouver des points de convergence. Mais je crois que synchronicité nous suffirait. Mai 68, c'est le mai 68 des ouvriers et le mai 68 des étudiants.
il n'y a pas de convergence. Mais c'est pas grave. Mai 68 a cette puissance-là, quand même, parce qu'il y a une synchronicité. Et aujourd'hui, moi, je n'en suis plus à demander la convergence. D'ailleurs, même au moment de la loi travail, c'était un truc que je ne prononçais pas. Mais en revanche, il faudrait une synchronicité. Il faudrait que les profs, les écolos et les gilets jaunes, les cheminots et les dockers, si on s'y met tous ensemble, là, on gagne. Et on gagne peut-être chacun dans son couloir, enfin, on gagne tous, quoi. Donc, bon, voilà, ça, moi, ça me suffirait. Il y a eu pas mal de critiques sur les fins contre vous, disant que vous faites un film alors que vous êtes député et tout. Est-ce que vous ne pensez pas, enfin, moi je pense que en tant que député, c'est votre métier en fait, de représenter le peuple. Est-ce que vous pensez qu'à travers votre film, c'est ce que vous faites en montrant la réalité des gens, leur souffrance et tout, et c'est ce qu'un député en fait doit faire, hein, et vous, en sorte, vous soulevez la voix de ceux qu'on n'entend pas à travers le film, et vous permettez voilà, de vraiment remplir votre fonction. De toute façon, il y a un principe de base, c'est que je les emmerde. Ensuite, il faut quand même reconnaître que je donne du coup, par mes absences, davantage de travail à mes collègues, à Alexis et à d'autres. Bon, ça c'est autre chose. Mais moi, je considère que de toute façon, si je reste dans cet hémicycle et si je fais juste des textes de loi et que je vais me tuer, je vais être asphyxié, j'aurai plus rien à apporter. Parce que moi, ce que j'ai apporté, c'est des visages, c'est des vies, c'est ce réel. Si j'ai pas les pieds là-dedans, moi, ma bouche, elle est morte. Donc, si on veut que je continue à apporter quelque chose dans l'hémicycle et dans les médias et ailleurs, ça suppose que, tu vois, même dans le nouveau tour que j'ai fait là, pour suivre le film, j'ai vu une usine d'éolienne de mât d'éolienne qui va fermer, j'ai traversé une boîte Luxfer, j'ai été sur un surf park qui doit s'installer à 7 km de la mer, je suis retourné au grand contournement ouest de Strasbourg. Bon, ben, je chope de la matière pour des interventions, pour tout ça. Si j'ai pas ça, j'ai plus rien à raconter, moi. Donc bon, ça c'est le truc. Ensuite, moi je considère que je suis un représentant de la nation. Donc comme un peintre, je dois représenter la nation et les plus invisibles dans cette nation par des articles, par des livres, par des émissions de radio, par des films, par mes discours dans l'hémicycle. Et enfin, il ne faudrait pas que, parce qu'on a été élu, on vienne nous enfermer dans un rôle de technocrate. Au fond, je dis, parce que c'est un risque qu'il y a que je vois, c'est qu'il peut y avoir une alliance objective entre le pouvoir macroniste et les gilets jaunes, on va dire, pour demander que les députés deviennent des technocrates, c'est-à-dire des gens qui soient le cul collé à leur siège dans l'hémicycle en permanence, et les enfermer là-dedans. Et évidemment, pour nous, qui sommes une toute petite minorité, et qui, dans ce... Oui, ça c'est vrai. Et qui, dans ce truc-là, de toute façon, on est condamné à perdre sur toutes les lois, à perdre sur tous les amendements, à perdre sur tous les alinéas, à perdre avec panache. Bon, mais voilà, mais, je veux dire, ça ne peut être que... Enfin, ça va nous tuer, quoi. Donc, et je dis... c'est comme si, j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, les macronistes, ils veulent, mais j'entends ça, il faut faire du contrôle et de l'évaluation. Putain, mais attends, je suis pas chez Andersen Consulting, moi. C'est bon, tu vois, on est là, moi mon rôle, c'est d'être animateur de la démocratie. Et des moments animateurs de la démocratie, c'est dans une salle de cinéma, il y a des moments, c'est dans une manif, il y a des moments, c'est d'être dans une usine qui est en train de fermer, et il y a quand même pas mal de moments où c'est dans l'hémicycle, parce qu'en effet, on a là un point névralgique pour contester leur pouvoir, pas en termes de voix, c'est pas quand on appuie sur le bouton, mais c'est voilà, c'est un lieu de représentation, et bien on représente les conflits qui traversent la société française. Donc il y a des moments, c'est bien d'être dans l'hémicycle, et puis il y a des moments où on doit être animateur ailleurs. De toute façon, moi j'ai toujours dit que c'était les urnes et la rue, quoi. Donc il faut animer ce qui se passe dans l'hémicycle, c'est une chose, mais s'il y a des possibilités que ça parte de l'extérieur, par ailleurs, enfin, il y a des tas de moments où, moi je dis je suis comme un bélier. Un bélier c'est quoi? C'est ce truc, cette arme du Moyen-Âge qui sert à défoncer la porte des châteaux forts. Moi je peux servir à défoncer la porte des ministères. Mais il faut qu'il soit porté, le bélier. S'il n'est pas porté, il est à terre, il ne sert à rien du tout. Bon, et il y a des moments où on ne se sent pas porté. Par exemple, à l'aéroport de Paris. Alors on nous reproche, oui, mais alors comment ça se fait qu'à 6h du matin, vous n'étiez pas encore tous là en train de plancher? D'abord, il y en avait un bon paquet des insoumis qui étaient là, moi j'étais pas. Mais, bon, j'ai tapé du poing en commission, je fais des discours, machin. Mais si vous n'avez pas une grève à Roissy, pas une grève à Orly, pas 3 valises qui se perdent, pas des chiottes qui sont bouchées, pas des Américains qui sont pas contents, vous êtes un petit point là, appuyé sur aucune base sociale. Et ce que vous faites là-haut, ça sert à rien du tout. Bon, et en revanche, il y a des moments où on se sent porté.
dans le conflit pendant les Gilets jaunes. Les mêmes mots prononcés au printemps sur l'impôt de solidarité sur la fortune, bon, Ruffin, il a fait de la poésie dans son coin, et puis sa crise, c'est sympa pour le gouvernement, tu vois, ça fait un peu d'animation. Bon. Et pendant le mouvement des Gilets jaunes, Rouen ISF d'abord, où tous les propos qui ont pu être tenus par le groupe à ce moment-là, prennent une puissance de feu nettement supérieure. Pourquoi? C'est pas qu'on soit plus brillant, peut-être qu'on l'est. Peut-être qu'on l'est parce qu'on est inspiré, parce qu'on sent cette force derrière lui, par ailleurs. Mais parce que le gouvernement aussi, il le sent, cette force. Il sent que quand on parle, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui poussent derrière. Et ils ne répondent pas la même manière. Les mots qu'on leur envoie, c'est des uppercuts à ce moment-là. Et donc voilà, je pense qu'on a un rôle, c'est d'animer la démocratie aussi à l'extérieur. Et si ce film, il participe à une résurgence du mouvement ou à avoir un beau printemps, ben, j'aurais 1 million de fois plus rempli ma fonction que si je reste dans l'hémicycle à appuyer sur le bouton de 9h30 du matin jusqu'à 1h du matin, toujours. Quoi. Monsieur, merci. Tu remets ta chemise dans ton pantalon déjà. Je suis père pour ma mère. Sinon, Richard Ferrand. Oui, on retire de votre film l'impression que le besoin de fraternité dépasse et submerge presque la revendication matérielle. C'est le message que vous avez voulu vous faire passer ou est-ce que c'est la réalité? Et si c'est la réalité, est-ce que c'est besoin de fraternité que révèlent les ronds-points, une fraternité qui peut prendre une dimension politique? Alors, en tout cas, je pense qu'il y a peut-être des gilets jaunes qui sont plus habilités que nous à en parler, mais c'est incroyable. Cette fraternité, vous la voyez sur un rond-point, puis après, on vous le dit. Et puis, un deuxième rond-point, un troisième rond-point. Mais c'est incroyable, on n'a pas du tout trahi la réalité. Les liens qui se sont tissés à ce moment-là, franchement, c'était super beau et c'était incroyable. Et c'était même c'était porteur d'espoir, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on retrouve sur les ronds-points des gens qui ont beaucoup été atomisés, qui ont des professions où ils bossent tout seuls. Les aides à la personne, les auto-entrepreneurs, les femmes seules, enfin, etc. Et donc, du coup, tout d'un coup, ils se retrouvent ensemble et ils existent, ils sont heureux d'être ensemble. Et ça, moi ça m'a beaucoup, beaucoup rassuré quant à l'état de l'humanité. Et franchement, on n'a pas grossi le trait. Et l'autre côté qui, moi, m'a fait du bien, c'est que finalement, les gens qui se disent apolitiques ou dégoûtés par la politique, tout ce que vous voulez, quand ils se mettent ensemble, ils parlent de quoi? Ils parlent de politique. Et puis, ils parlent de quoi? De comment on va faire pour vivre tous ensemble. Et donc, ils parlent de quoi? Comment on partage les richesses. Et puis arrive l'impôt, et puis arrive la cotisation sociale, et puis arrivent les questions constitutionnelles, et puis arrive, à chaque rond-point, il y avait toujours un chapitre sur l'environnement. Et ça s'est fait au fur et à mesure des semaines, quoi. Donc pour les gens de gauche que nous sommes, je dis, bon, ben, ouf, quand même, quoi. Et ça, quand ça vient de l'intuition, et quand ça vient pas d'un modèle qui aurait été plaqué au début du mouvement en disant, c'est comme ça que ça se passe, et ben, quand ça vient de l'intérieur et du vécu comme ça, de l'intuition, c'est indestructible après. Le travail est fait. Madame. Oui, alors, bonsoir. Et d'abord, merci beaucoup d'avoir mis en lumière les souffrances que les Gilets jaunes vivent régulièrement. Vous avez pu le voir dans ce film, notamment dans les milieux ruraux. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça se passe aussi dans les villes. Et donc, merci de tout cœur d'avoir mis en lumière ça et ce pourquoi on lutte. Et je voulais dire aussi qu'on n'est pas prêt d'arrêter. Je pense que vous avez pu voir tous ce qui s'est passé dans les actualités chaque semaine, et que chaque semaine on a des blessés, que chaque semaine on a des violences policières, mais ces violences-là sont aussi les violences que les Gilets jaunes portent tous les jours sur la difficulté de boucler leur fin de mois et la difficulté de vivre dignement. Bon, en termes de démocratie, on a vraiment envie aussi d'avoir une démocratie beaucoup plus directe. Et en ce moment, ce qui se passe chez les Gilets jaunes, c'est le combat peut-être que vous voyez, vous, sur les Champs-Élysées chaque semaine, mais il y a aussi un travail qui est fait par les assemblées générales, par les ronds-points. Et en ce moment, on est en train de préparer l'Assemblée des assemblées, que vous avez peut-être entendu parler,
qui a eu lieu la première à Commercy, où différents ronds-points se sont réunis donc à Commercy, et maintenant ça sera à Saint-Nazaire pour parler justement de la suite du mouvement et pour parler aussi des questions démocratiques que nous souhaitons tous et de nos difficultés qu'on a en ce moment à se faire entendre. On est des Montreuillois et des Montreuilloises. On a réussi à avoir une cabane. Dans cette cabane, il y a beaucoup de Montreuillois et de Montreuilloises qui viennent nous rencontrer. Donc je pense que si vous voulez vous aussi savoir qui sont les Gilets jaunes de Montreuil, mais il n'y a pas que les Gilets jaunes de Montreuil. Nous aussi, on a aussi des Gilets jaunes de toute la France qui viennent nous voir pour justement échanger. On a aussi des assemblées générales où là, pareil, on réfléchit sur la suite du mouvement, sur ce qu'on va faire. Et puis sur la question de la fraternité, écoutez, j'ai beaucoup lutté dans ma vie, mais j'ai jamais vu autant de fraternité dans ce mouvement. Et l'image qu'on montre à la télé, c'est absolument pas l'image des Gilets jaunes. Donc merci à tous et merci à vous. Tous les samedis matins, on se retrouve à 10h à Croix-de-Chavaux et on part ensemble, soit vers 10h30. Pardon ? On part à 10h30, tous ensemble, à pied, en général jusqu'à la porte de Montreuil, et ensuite on rejoint différents endroits dans Paris. Et qu'on a une assemblée générale tous les mardis soirs à 19h à la Parole errante à Montreuil. Voilà. Et la cabane tous les soirs à Croix-de-Chavaux à partir de 16h. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus. Encore 3 questions ou remarques. Monsieur. Oui, bonjour. J'ai une question que je vous pose sur le mouvement et je comprends aussi dans votre film, qui est très long, je sais que vous l'esthétique. Mais il y a, on sent bien qu'il est sur la précarité sociale, la flexibilité de l'emploi, la question du logement qui n'apparaît pas dans notre document. On voit bien la notion de lutte, vous parlez de position de classe, de classe, vous parlez de position pré-révolutionnaire, mais en même temps, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait le lien politique de tout ça? Quel est le contrat social que vous mettez derrière ce terme, et je m'intéresse aux députés, et comment vous concrétisez cette lutte par une proposition politique cohérente qui fait le lien avec tout ça? C'est-à-dire quel est le contrat social que vous mettez derrière? Ce n'est pas des pansements dont on a besoin. On a besoin effectivement de plus de pouvoir d'achat, de logement, mais ce n'est pas d'une succession de pansements. On a besoin d'un vrai projet politique aujourd'hui. Qui porte ce projet politique? Sur quoi? Sur quelle base? Comment? Avec quels éléments? On a besoin de lignes directrices et on attend de vous que vous nous en donniez. Voilà, c'est parti pour 3 heures. Non, je fais ma dissertation et je reviens pour mon exposé pour 3 heures. Non, moi je vais c'est une question sérieuse, mais je suis tellement sérieuse que tu sais. Non, je vais dire un truc. Après. Moi je pense que le mouvement, ça va faire le lien avec une autre question. Les Gilets jaunes sont une expression, un truc à plusieurs étages. Ça part du gasoil et dès le 17 novembre, on est sur le social. Et en fait, s'exprime l'orgueil des gens, un orgueil blessé par les propos du président de la République. Un désir de justice fiscale, par exemple. Ensuite, c'est des revendications démocratiques. L'un n'efface pas l'autre, hein, c'est une accumulation, et je pense que même faire un des étages à Fleuzé, c'est perdre le sens du mouvement. Ensuite, on va sur le lien. Le lieu du lien, le rond-point comme lieu du lien, et se dire que le pouvoir détruit le lieu où se retisse le lien social, pour moi, est absolument catastrophique. Mais je pense qu'il y a encore un étage en dessous. C'est que ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, dans la société française, il y a un vaste désir d'autre chose. Un autre chose qui est confus, qui est diffus. C'est un truc qu'on sent grouiller dans son ventre. On a envie d'autre chose, c'est-à-dire que le marché, la concurrence, la compétitivité, le libre-échange, la croissance, ce sont aujourd'hui des mots du cadavre, d'une langue morte. Et moi, j'ai même l'impression que quand les ministres viennent en parler, ou les députés macronistes, que même eux n'y croient plus. Que c'est une espèce de mécanique qui en marche
et puis elles se traînent comme ça, parce qu'il y a des intérêts matériels qui sont liés quand même, mais qu'elles se traînent comme ça, qu'ils n'y croient plus, des perroquets mécaniques. C'est-à-dire que quand dans les années 80, on nous parlait de tout ça, marché, concurrence, libre-échange, c'était avec enthousiasme, la mondialisation allait être heureuse, c'était les années tapis, c'était les années fric, bon, voici bien tapis aujourd'hui, donc bon, c'était pas forcément envie. Donc voilà, mais la classe dirigeante venait à entraîner par le consentement. Aujourd'hui, elle est devenue classe dominante, ça c'est du Gramsci, c'est-à-dire qu'elle entraîne par la force de coercition, la matraque, bon, pour faire que les autres ne sortent plus. Mais là, ce que ça témoigne, c'est un détachement des gens de l'idéologie dominante. On a ça. On n'a pas encore le rattachement à autre chose. Et il faut se le dire honnêtement, moi je suis pour le protectionnisme solidaire, je suis pour l'écosocialisme. Moi je me placerai au cœur de mon propos les métiers du lien. Parce que je pense qu'aujourd'hui, faire que tout ce qui est rattaché au lien, je pense à auxiliaire de social, assistante maternelle, qu'on voit plein dans le film d'ailleurs, les accompagnants pour enfants en situation de handicap, ça a une efficacité sociale, 2 millions de personnes que vous sortez de la pauvreté, ça a une efficacité féministe, puisque c'est à 85% des emplois de femmes, et ça a une efficacité écologique, parce que dans la société, on valoriserait le lien plutôt que valoriser les biens. Donc ça serait un basculement. Bon, mais on peut poser tous ces termes-là, le lien, mais on sent bien qu'il y a aujourd'hui dans la société française un désir d'autre chose, d'accoucher, mais il faut aider à l'accouchement. Il faut qu'on s'aide les uns les autres à accoucher. Je ne dis pas que, moi je ne pense pas qu'il y a un programme qui traduit aujourd'hui toutes les aspirations et que c'est bon, c'est là, c'est carré, on l'a et c'est bon, c'est parfait. Mais c'est pas vrai. Je suis à la France Insoumise et voilà, il y a quelque chose qui est là, il y a des choses qui sont données, qui sont posées, mais je pense qu'il reste des choses confuses qu'on n'a pas réussi à traduire. Et je pense que c'est pas seulement le rôle des politiques de le traduire. Je pense qu'il y a un rôle des poètes, je pense qu'il y a un rôle des artistes, je pense qu'il y a un rôle des philosophes, je pense qu'il y a un rôle des citoyens de se faire accoucher les uns des autres de cette autre chose qui est confuse. Maintenant, vous dire ce que c'est exactement, j'en sais rien. Mais je sais qu'il y a ça aujourd'hui puissamment dans les entrailles de la société française. Maintenant, à nous de travailler, quoi. Monsieur. Merci beaucoup de la démonstration que fait le film pour justement faire adhérer... Encore plus fort. Pour justement faire adhérer et faire descendre dans la rue tous les gens qui, comme moi notamment pour l'instant en tout cas, ne sont pas descendus dans la rue aux côtés des Gilets jaunes alors qu'ils soutiennent de cœur. Et la question que je voulais vous poser depuis pas mal de temps, depuis que la question est à la salle, vous y répondez à chaque fois, c'est un petit peu la suite et comment est-ce que finalement on peut envisager ce qui se passe après une insurrection des cœurs, une insurrection des esprits, une insurrection des hommes et des femmes, à laquelle, par petites bribes, le film, même vos interventions, appellent. Qu'est-ce qu'on peut imaginer après si ce qu'on veut, c'est effectivement que, à la manière marxiste, on ait une vraie révolution et qu'effectivement la bourgeoisie descende dans les rues, qu'elle rejoigne le peuple. Bon, après ça, en fait, le déluge et la représentation et la réinvention, etc. Comment on fait pour que toutes ces élites africaines qui gouvernent les médias et qui font de nos gouvernants actuels des pantins à leur solde, comme le décrit très bien Juan Branco dans son bouquin, comment est-ce qu'on fait pour ne pas retomber là-dedans, puisque même les députés qui veulent faire des choses dans les assemblées sont souvent contraints par le pouvoir des lobbies qui arrivent à faire passer tout ce qu'ils veulent. Donc ça c'est la première dimension de ma question. La deuxième, elle est beaucoup plus simple, vous allez sans doute communiquer beaucoup plus simplement là-dessus. On ne va pas faire 4 dimensions, pardon. Mais... les bénéfices du film vont, j'imagine, alimenter la lutte et le mouvement, etc. Ou qu'est-ce que vous avez prévu? Merci. Je crois que ça s'adresse à toi. Il y a deux questions, donc on va prendre la deuxième et dernière, et puis après on répondra de toute manière complète. Une dernière question? Je pense que vous avez été terriblement inspiré. Et cette inspiration va nous inspirer. Et je crois que c'est très important parce que cette émotion, dans un film qui vient de vous, que vous avez ressenti, que vous avez partagé, et que les gens, tous ces
portraits que vous proposez nous émeuvent énormément. Je pense qu'effectivement, cette émotion, elle est porteuse de quelque chose de pré-révolutionnaire. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est d'abord votre référence à l'année zéro. Parce que l'an zéro, pardon, elle n'est pas artificielle, elle est pleine de sens. Et d'autre part, il y a deux scènes que j'aime beaucoup, qui sont des scènes d'action. Le bélier, dans la porte du ministère, et effectivement, après cette dame-là qui prend les plots, après toute cette mise en place du barrage au péage, de nuit, et on voit ceux qui le font, et voilà, on sent bien que cette émotion, c'est ce qui fait que d'un seul coup, on passe à l'action. Il y a des gens qui d'un seul coup font des trucs qui ils se sentent légitimes de ces actions-là. Et en fait, je pense que ça, c'est une force fondamentale, que c'est l'émotion qui fait qu'à un moment donné, on passe à l'action et que on devient dans une période révolutionnaire et qu'on partage tout ça ensemble. Merci. Merci. Allez. Réponse sous forme de conclusion. Merci. Non, mais les questions s'adressaient plus à François, mais en tout cas, par rapport à ce que vous dites sur le film, oui, c'est des bons moments, là. Ces séquences-là, c'est ce qui est bien dans le doc, c'est que c'est pas écrit, c'est pas prêt. Vous faites allusion à la scène de nuit. On aime bien s'amuser aussi quand elle dit petit enculé à la fin, c'est bien parce qu'on s'y attend pas, ça met un peu de relief. Et puis surtout, c'est le genre de scène où, pour vous en dire un petit peu plus, il y a eu un vote pour savoir si on avait le droit de participer ou pas. On a négocié dans le PMU de Gardanne jusqu'à je sais pas quelle heure c'était. Bon, finalement, ils ont voté, et on a été accepté à 20 et quelques voix contre 4 ou 5. Enfin bon, et on s'est posé la question, on était crevés, on se dit, c'était 2 h du matin, on était chacun à la poignée sur notre porte de chambre, on disait on y va pas, on se relève à 2 h. Et après on dit, ouais, bon, on est là, on va se relever, puis en fait, il se passe des beaux moments comme ça. Et ça, c'est ce qui est bien dans le doc, c'est qu'il faut y être, c'est tout. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, il faut y aller, quoi. Et merci aussi pour l'intuition. Et à un moment donné, on peut faire des films très écrits, comme j'avais fait La Sociale, préparé longtemps. Puis à un moment donné, on se dit, bon, ben, il faut y aller, il ne faut pas passer à côté. Et ce film fait partie de cette catégorie-là. Alors, je réponds sur les bénéfices du film. D'abord, il y a toute une chaîne de production du cinéma et il faut qu'elle puisse continuer à faire son travail. Donc, Gilles, il faut qu'il fasse d'autres films, donc il est payé comme réalisateur. Jour de fête, c'est son distributeur. Voilà. Bon, moi, en revanche, mes droits d'auteur sont versés au Secours populaire. Alors, pourquoi pas les Gilets jaunes? Parce que c'est tellement le bordel dans les caisses de solidarité des Gilets jaunes. Donc, voilà. Donc mes droits sont versés au Secours populaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir pour ouvrir un horizon au prolétariat? Bon. En 2 minutes chrono. Je vais le faire en 2 minutes. Non, bon, moi, je pense qu'il y a une division du travail. Je pense que moi, je suis un bon acteur social. J'ai une bonne intuition aussi du social. Et je suis bien pour le déclenchement. Et puis après, une fois que le travail sera en marche, ben, on verra bien. Vous savez, en 1789, les mecs... Oui, on avait dit qu'on pouvait. En 1789, vous savez, quand ils ont démarré leur truc, ils ne savaient pas qu'ils allaient terminer avec une république, ils ne savaient pas tout ça. Bon, ils ont le... Hein? Oui, ils ont commencé, c'était les États généraux, ça a été Mirabeau, ça a été... Alors, on ne fait pas maintenant toute l'histoire de la Révolution française. Parce que moi, j'ai un message hyper important qui est le bar est ouvert. Voilà. Donc, il faut que tu conclues. Mais oui, ils sont restés pour ça. Je conclue parce que la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire ce printemps? Bien, c'est ça la question. Bon, il faut sortir. Il faut sortir. Et je tiens à vous signaler que c'est l'Élysée lui-même qui nous indique ce que nous devons faire ce printemps. Et quand les consignes politiques sont fournies par le sommet de l'État, je pense qu'il faut les regarder avec attention. Donc, c'est dans Le Parisien de dimanche, ce dimanche 31 mars 2019, pour Macron, pourquoi il est si seul? Le Parisien, le journal de mon ami Bernard Arnault. Et donc, dedans, on a ses proches qui se cient. Il est sous l'eau, rincé, essoré. On n'est pas loin du burn-out. Si on n'est pas loin du burn-out, c'est qu'on peut y arriver.
Et moi, j'avais déposé une proposition de loi sur la reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle. Donc je pense que ça peut être utile si le premier qui peut en bénéficier est Emmanuel Macron, je ne sais pas aussi. Et ça se poursuit. Avec ce conseil que vous pouvez écouter à la fois avec les éclats de rire, mais quand même avec sérieux. C'est un proche d'Emmanuel Macron qui s'exprime avec angoisse. Et moi, ça me fait toujours plaisir quand il s'exprime avec angoisse. Je ne vois pas comment on sort de ça. Avec les beaux jours, les gilets jaunes vont revenir et installer des barbecues sur les ronds-points. Eh bien, voilà pour moi l'arme révolutionnaire de ce printemps. C'est la merguez. La merguez au soja, si vous voulez, pour les véganes. Mais c'est la merguez. On a eu les gilets jaunes, on peut avoir le petit jaune. Allons-y pour les apéros Facebook géants sur les ronds-points, avec du cinéma en plein air. On prêtera volontiers notre pub pour des choses de cette nature-là. Mais voilà, je pense que honnêtement, ils nous ouvrent la voie. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de barbecue sur les ronds-points. Donc allez-y, faites le plein. Merci à vous. Merci à Gilles Perret, merci à tous. Le bar est ouvert. Tout vert. Pas de petit jaune.